Merci à vous, merci pour cette invitation, merci pour la qualité de l'organisation. Par contre, effectivement, vous parlez de pieds diabétiques en 10 minutes, c'est absolument impossible, donc je vous annonce tout de suite que je vais être beaucoup plus longue que ça, pour deux raisons. D'abord, c'est un sujet complexe, et la deuxième raison, c'est que je suis habituellement extrêmement bavarde, et que j'aime ce que je fais, donc j'ai tendance à beaucoup en parler. Moi, je ne suis pas néphrologue, hein, je suis médecin avec un exercice exclusif en plaie et cicatrisation sur Montpellier. Je travaille sur le CHU, puisque je suis en charge de la consultation plaie complexe du service de chirurgie plastique, esthétique, reconstructrice et brûlée. Je suis aussi médecin coordonnateur du réseau CICAT Occitanie, qui est un réseau d'accompagnement des soignants qui prennent en charge des plaies sur l'ensemble de la région Occitanie, dans le sud de la France. Et enfin, je suis aussi à la clinique du Parc. Et là, je prends en charge aussi dans la clinique les patients porteurs de plaies complexes. J'ai une consultation externe, mais je passe surtout beaucoup de temps dans le centre de dialyse qui est rattaché à cette clinique. Et c'est à ce titre que j'ai été invitée aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe quand on prend en charge des patients diabétiques en salle de dialyse. Donc, quelques petites définitions. Évidemment, il va falloir poser un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on appelle un pied diabétique? C'est l'ensemble des anomalies de structure et de fonction du pied qui sont liées de façon directe ou indirecte à l'hyperglycémie chronique. Il est évident que ça n'est pas le diabète qui pose problème, c'est l'hyperglycémie. Donc un diabète parfaitement équilibré n'aura pas les conséquences qu'on va voir aujourd'hui notamment sur les plaies difficiles à cicatriser sur infection. Donc les conséquences de cette hyperglycémie, c'est un risque d'amputation qui est majeur, un handicap fonctionnel et psychologique, et puis c'est des récidives extrêmement fréquentes, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire non seulement de la prévention primaire, mais secondaire aussi, pour éviter ces récidives. Vous voyez 70% à 5 ans quand un patient a fait une plaie du pied, et un risque de décès précoce qui est multiplié par 2,5. Vous voyez, ça a donc des conséquences extrêmement importantes, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc première chose à faire, on va essayer de structurer un petit peu cette présentation pour savoir comment hiérarchiser la prise en charge, d'abord du dépistage. Bien évidemment, puisque la prévention est plus efficace que le soin, on le sait tous, quelle que soit la pathologie d'ailleurs. Donc on va commencer par dépister le risque de faire une plaie chez nos patients diabétiques. On sait que la pathogénie de cette plaie, et notamment de cette plaie complexe, c'est ce trio infernal qui est constitué par la neuropathie, l'artériopathie et l'infection. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont favorisés par cette hyperglycémie chronique, et donc on va décortiquer un petit peu ces éléments pour arriver à démonter ce trio infernal et éviter d'arriver jusqu'à l'amputation. Donc d'abord la neuropathie. Cette neuropathie, elle est mixte, elle est à la fois sensitive, motrice et végétative. Donc le pied devient insensible, les patients font des traumatismes mais ne s'en rendent pas compte. Ils marchent, même quand ils ont des chaussures fermées, il leur arrive de marcher une journée entière sur une punaise ou sur un petit caillou coincé dans la chaussure avec des conséquences dramatiques. Cette perte de sensibilité, elle est aussi motrice, avec un déséquilibre musculaire et des déformations du pied qui vont entraîner des appuis, notamment dans le chaussage, qui sont anormaux et vont là aussi entraîner des nouvelles plaies. Et enfin, cette neuropathie végétative avec une dyshydrose, une fragilité cutanée accrue et un œdème du pied. Donc vous voyez en illustration ce pied qui montre des orteils en griffe, qui montre une amyotrophie au niveau des interosseux, qui montre une peau sèche et déshydratée, qui montre un pied creux, qui montre des mycoses des ongles et une protrusion au niveau des têtes de métatarsiens. Donc vous voyez des déformations qui sont relativement classiques, on le voit chez beaucoup de nos patients, mais qui rendent le chaussage plus complexe et plus à risque. Pour dépister cette neuropathie diabétique, on va faire des explorations. La sensibilité vibratoire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pratiqué au quotidien, soit avec un diapason classique, soit avec un appareil vibratoire. Ce qu'on fait plus classiquement, c'est le dépistage par cette sensibilité tactile superficielle au monofilament. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé en France par l'assurance maladie. Donc vous voyez, vous testez la sensibilité de vos patients en appuyant ce monofilament qui va délivrer une pression de 1 gramme. Et puis vous faites plusieurs tests et vous vérifiez si votre patient sent ou ne sent pas.
Bien évidemment, ce test il doit être fait après détertion de l'hyperkératose, puisque appliquer un monofilament sur une hyperkératose épaisse, personne n'aura de sensibilité. Donc d'abord des soins de pédicurie et ensuite un test au monofilament. Ce test au monofilament va vous permettre de grader votre patient en fonction de son risque relatif de lésion du pied, selon l'importance de l'atteinte. Donc vous voyez du grade 0 quand la sensibilité n'est pas affectée jusqu'au grade 3, qui est à la fois une sensibilité affectée et un antécédent de complications sévères avec une ulcération. Ce grade va vous permettre de hiérarchiser le risque, mais surtout, pour ce qui est de la prise en charge en France, d'obtenir le remboursement des soins de pédicurie. Donc c'est vrai qu'au Maroc, les choses ne se passent pas évidemment de la même façon par rapport au remboursement des soins, mais c'était surtout pour souligner l'importance du soin de pédicurie, puisque si le patient, si la kératose n'est pas détergée, et on va y revenir, en fait, le risque est majoré. Deuxième élément, donc on a vu la neuropathie, deuxième élément de ce trio infernal, c'est l'artériopathie. L'artériopathie, elle est à la fois macro et micro-circulatoire. Donc vous voyez ici une macroangiopathie qui est plutôt distale, alors que l'angiopathie des fumeurs, vous le savez, elle est plutôt proximale. L'atteinte est précoce. Elle atteint tous les secteurs. La circulation collatérale est relativement pauvre et elle est souvent associée à une médiacalcose. Donc vous voyez des artères qui sont rigidifiées et le risque relatif d'occlusion est tout aussi important. La microangiopathie est associée également avec là aussi des conséquences lorsque les deux contingents sont atteints. Pour explorer cette partie vasculaire, évidemment, le premier élément, ça va être la clinique. Donc ça, c'est vraiment des choses qui doivent être faites de façon systématique en salle de dialyse. Évaluer l'index de pression systolique. Alors, en raison de la médiacalcose, la pression systolique à la cheville est peu fiable puisque justement les artères sont rigides. Par contre, la pression systolique à l'orteil est très très intéressante chez nos patients diabétiques et devrait être faite de façon systématique. La normale est aux environs de 60 mm de mercure et l'ischémie critique est en dessous de 40 pour cette pression qui est mesurée à l'orteil. Donc vous voyez, on utilise des petits dispositifs. Là, c'est un dispositif qui s'appelle le Sistou et qui permet, vous le voyez, de mettre un petit brassard à tension qui est minuscule, c'est comme un petit brassard de poupée qui se met autour de l'orteil, qui se gonfle et qui mesure la pression. Donc très fiable et un rapport, on va dire, qualité-prix qui est très intéressant puisque ça va vous permettre de dépister une artériopathie chez vos patients et donc un risque de plaie. La pression transcutanée en oxygène, elle est réalisée aussi, mais plutôt à la demande des chirurgiens quand une solution radicale est envisagée. Le Doppler, évidemment, est incontournable, le Doppler traditionnel, pour évaluer non seulement l'atteinte, mais la localisation des lésions en vue d'une prise en charge chirurgicale. Tout ce qui est angioscanner, angio-IRM, pour ma part, je ne les prescris jamais, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne vois pas que des patients dialysés, donc certains ont un risque d'insuffisance rénale et injecter de l'iode avec un angioscan, un angio-IRM, c'est pas anodin. Et surtout parce que les chirurgiens vasculaires avec qui je travaille préfèrent prescrire eux-mêmes, voire même réaliser d'emblée des artériographies à visée à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc en général, pas de prescription d'angioscan, d'angio-IRM ou d'artériographie diagnostique. Troisième pointe du triangle, c'est l'infection. Donc l'infection, c'est l'élément qui va décompenser l'ensemble et en fait ça va faire comme les dominos. Quand il y en a un qui tombe, c'est la catastrophe, tout s'écroule. Donc facteur d'aggravation avec un risque majeur d'amputation. Cette infection, elle va être facilitée par la diminution des défenses immunitaires chez le patient diabétique, par le défaut d'hygiène et l'insuffisance de détertion, par les particularités anatomiques du pied qui font que c'est une zone distale et donc plus sensible à l'infection, et par l'hyperglycémie chronique. On a ensuite des facteurs qui vont être favorisants avec notamment le risque de cécité et les difficultés sociales, on le rajoutera après. Donc ce diagnostic d'infection, il est d'abord clinique. On va rechercher un contact osseux, on va rechercher un abcès, une cellulite.
Évidemment, on va effectuer de la biologie et aller voir si un syndrome inflammatoire est présent. On va faire éventuellement de l'imagerie, soit une radio dans un premier temps, soit une IRM, à savoir que la radio, dans l'ostéoarthrite, a au moins 3 semaines de retard. Donc l'IRM est beaucoup plus performante à la phase aiguë. Si votre plaie est présente depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous pouvez d'emblée faire une radiographie simple. Éventuellement, on va réaliser des biopsies profondes. Ces biopsies ne vont pas avoir un objectif diagnostique, mais vont avoir un objectif de guidage de l'antibiothérapie. C'est-à-dire que le diagnostic est fait principalement sur la clinique, et c'est quand vous êtes persuadé qu'il y a une infection et qu'il faut mettre une antibiothérapie qu'à ce moment-là, vous allez faire des biopsies bactériologiques pour pouvoir documenter cette infection et choisir le bon antibiotique. Quand vous faites ces biopsies, en général, on demande d'en faire 4. 3 biopsies osseuses qui vont être envoyées en bactériologie et on ne traitera que les germes présents sur les 3 puisqu'il y a une forte probabilité de contamination. Et le 4e prélèvement va être envoyé en anatomopathologie puisque c'est l'anatomopathologie qui par contre va vous confirmer le diagnostic d'infection osseuse. Si votre anapathe vous dit oui, il y a une modification de la trame osseuse, oui, il y a des leucocytes dans l'os, c'est que c'est une infection osseuse profonde et à ce moment-là, vous allez voir les résultats de votre bactério et vous traitez. On revient à cette pathogénie. Donc on a vu les 3 éléments du triangle et on va maintenant rajouter des facteurs permissifs, la neuropathie, l'artériopathie, mais aussi les déformations et l'hyperpression, puis un facteur déclenchant. Il y a toujours un petit micro-traumatisme mécanique, soit un conflit de chaussage, soit une pédicurie intempestive, j'appelle ça la pédicurie de salle de bain, les patients qui se coupent les ongles tout seuls et qui se blessent, soit des brûlures. On a certains patients qui sont neuropathiques et artéritiques avec une sensation de pied froid, donc ils vont mettre le pied au chaud et malheureusement ils ne vont pas sentir la brûlure. On a des brûlures graves et profondes chez les patients artéritiques diabétiques, des traumatismes chimiques et des mycoses. Des traumatismes que je vois des mycoses que je vois assez fréquemment justement chez les patients musulmans pratiquants et qui font leurs ablutions et qui ont souvent les pieds très humides, qui ne sèchent pas bien entre les orteils, avec des micro-traumatismes très importants. Donc je ne suis pas musulmane moi-même, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'on pouvait faire les ablutions sèches, donc ils sont étonnés quand je leur parle comme ça, alors qu'ils savent que je ne suis pas musulmane moi-même, mais il faut savoir écouter tout ça, il faut savoir le dépister, il faut savoir conseiller. Et puis des facteurs aggravants, je vous l'ai dit rapidement, tout ce qui est rétinopathie et tout ce qui est isolement social, hygiène. Donc ça, c'est les choses qui vont décompenser encore cet équilibre parfois très très précaire. Pour permettre de grader, donc je vous ai montré tout à l'heure la gradation du risque podologique, mais il existe d'autres échelles de risque qui vont vous permettre d'évaluer le risque d'amputation et d'événements en cascade chez votre patient. La classification de Wagner, je vais passer relativement vite, et la classification d'Armstrong, Texas, qui sont relativement complexes et qui sont relativement anciennes, mais qui, à toutes les deux, ont permis maintenant de basculer sur une autre classification qui est beaucoup plus utile, beaucoup plus actuelle, qui est le Wi-Fi. Donc c'est facile de se repérer. Wi-Fi, c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on avait précédemment. Donc vous voyez que vous allez grader à la fois votre plaie, votre ischémie et votre infection. Donc est-ce qu'il y a une plaie? C'est gradé de 0 à 3. Est-ce qu'il y a une artériopathie? C'est gradé aussi de 0 à 3. Est-ce qu'il y a une infection? C'est gradé de 0 à 3. Et en fait, vous allez rentrer tout ça dans un petit tableau. Donc vous voyez par exemple là, imaginons que le patient n'a pas d'ischémie, a pas de plaie, mais par contre, il a une infection. Donc on est ici dans cette case et du coup, on a un risque faible d'amputation. Si votre patient a à la fois une ischémie avec une TCPO2, une pression d'orteil inférieure à 40, vous avez ici un risque d'ischémie qui est dans la 3e case. Vous avez une plaie qui est profonde mais avec une gangrène limitée aux orteils, vous êtes ici sur la 2e ligne. Et avec une infection du pied, disons à droite, là vous avez un risque majeur d'amputation. Donc il faut, c'est une petite gymnastique pour arriver à manipuler ce tableau qui met vraiment à plat ce qu'on fait de façon déjà intuitive, puisqu'on voit bien que quand un orteil est infecté avec un patient ischémique, on sait tous qu'il y a un risque d'infection.
infection. Mais là, vous allez pouvoir le grader précisément, ça va vous permettre de transmettre l'information, ça va vous permettre aussi d'éduquer les soignants du quotidien, puisque quand on est médecin, on fait toutes ces choses-là de façon intuitive, mais les infirmières ne le repèrent pas forcément. Et donc en salle de dialyse, c'est extrêmement important. Des petits tableaux cliniques pour illustrer tout ça. Le mal perforant plantaire n'est pas la seule plaie du pied diabétique, mais c'est le plus connu. Attention, le mal perforant plantaire, par définition, il est plantaire. Moi, je vois arriver des patients avec un petit mot me disant mal perforant plantaire du 3e orteil. Non, le mal perforant plantaire, il est plantaire, puisque c'est un mécanisme très particulier. Si c'est une plaie d'orteil, c'est une plaie du pied diabétique, en lien peut-être avec la neuropathie, mais qui n'est pas un mal perforant. Donc le mal perforant plantaire, là vous imaginez le pied coupé en tranches, avec au centre l'os. Vous voyez tout dessous une plaque d'hyperkératose, avec une pression qui se fait à l'appui parce que votre patient marche. Et sous cette plaque d'hyperkératose, entre l'os et la plaque d'hyperkératose, il va se créer une vésicule inflammatoire, qui est absolument invisible à cette phase-là, et le patient va continuer à marcher dessus. Je leur dis, si vous marchez sur votre kératose, c'est comme si vous marchiez toute la journée sur un caillou, et c'est sous le caillou que se crée la lésion. Donc cette plaque de kératose, elle est adhérente, mais c'est dessous que se passent les éléments qui sont dangereux, puisque cette vésicule inflammatoire, elle va grossir. Au bout d'un moment, la vésicule va s'ulcérer, et là, vous voyez que l'atteinte, elle est déjà osseuse. C'est-à-dire que c'est déjà trop tard. Quand la lésion est ulcérée, c'est déjà trop tard, on a un mal perforant avec une atteinte osseuse, voire une ostéoarthrite, et un risque d'amputation majeure. Donc c'est en amont qu'il faut agir. Ici, vous voyez cette déformation, effectivement, vous voyez cet orteil qui est relevé avec une luxation de cette articulation et une plaque d'hyperkératose en dessous qui se forme, et le patient appuie et marche là-dessus. Et en fait, quand il vient de nous voir, cette plaie, elle n'est pas énorme, mais quand il vient nous voir, il n'y a que de la kératose. Je déterge la kératose et directement à la pince, je plonge et je suis directement à l'articulation. Donc ça, c'était vraiment le mal perforant plantaire. D'autres tableaux cliniques du pied diabétique, c'est le pied vasculaire. Donc il peut être neuropathique seul, neuropathique et vasculaire seul, donc tous les tableaux sont possibles. Ici, vous voyez des nécroses distales qui sont plus en lien avec l'artériopathie. Et puis vous avez le pied mixte, qui est, là c'est le même patient, qui a à la fois un mal perforant plantaire, à la fois un orteil ischémique et une escarre du talon. Donc ça commence à faire beaucoup, mais c'est relativement classique chez nos patients. Malheureusement, ça arrive, et ça arrive souvent par un défaut de prévention. Le pied infecté, donc là vous voyez une plaie du bord externe du pied avec là une ouverture articulaire, ostéoarthrite, ouverture articulaire. Il n'y aura pas de possibilité de sauver cette articulation, ça va être forcément chirurgical. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut agir. Au niveau de la photo de droite, là c'est pareil, le 3e orteil, on ne le sauvera pas. Il faut espérer que l'atteinte ne soit pas plus importante. Il faut espérer aussi que la vascularisation ne soit pas trop dramatique et qu'il puisse cicatriser son amputation d'orteil. Donc parfois, il faut associer cette amputation d'orteil à une revascularisation haute, sinon on va malheureusement saucissonner le malade et remonter. Donc il faut d'abord refroidir l'infection, revasculariser et ensuite amputer. Je reviens sur le pied de Charcot, qui est une situation relativement classique, malheureusement, chez le patient diabétique, qui est classique parce qu'elle n'est pas diagnostiquée, ou en tout cas trop tard. Le pied de Charcot aigu, c'est quelque chose qui passe dans 99% des cas inaperçus. Le pied de Charcot aigu, c'est un patient qui est diabétique et qui vous dit « Oh là là, j'ai la cheville enflée, je me suis juste fait une petite entorse en descendant du trottoir ». Eh bien, pas du tout. Une petite entorse, entre guillemets, chez un patient diabétique est un pied de Charcot aigu jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il va falloir l'immobiliser de façon stricte, c'est-à-dire zéro appui, c'est décharge stricte et complète pendant 3 mois, pour passer cette phase inflammatoire et éviter les destructions osseuses qui vont faire un œdème, une destruction osseuse, une ostéolyse, des luxations et qui vont ensuite
conduire à ce qu'on connaît mieux, qui est le pied de Charcot chronique, avec des déformations qui sont historiques, mais qu'on voit quand même assez régulièrement chez nos patients, notamment nos patients dialysés. Puisque cette reconstruction, après lise osseuse, elle va se faire de façon complètement anarchique. Et une fois que vous avez un pied qui a cette anatomie, forcément, imaginez les conséquences que ça peut avoir dans une chaussure. Forcément, il va y avoir des frottements, des appuis anarchiques et des lésions. Donc, immobiliser vos patients à la phase aiguë permet d'empêcher ces déformations majeures. Donc, un patient qui présente un œdème du pied et qui a un antécédent du diabète, c'est IRM d'emblée et décharge stricte pendant 3 mois. Je suis désolée, je parle vite, mais j'ai encore plein de choses à vous dire. Le traitement, il est local, bien évidemment, puisqu'on a une plaie, donc il va falloir faire quelque chose. Il va falloir évidemment retirer cette kératose, que ce soit en amont de l'ulcération ou pendant la cicatrisation. Et cette détertion, elle doit être faite à la curette, au bistouri. Elle doit être faite de toute façon avec l'instrument que vous maîtrisez. Peu importe si c'est des ciseaux, un bistouri ou une curette, mais il faut que les soignants se forment à cette détertion et que cette détertion, elle soit complète, pas juste un petit peu superficielle. Vous voyez ici, on est dans de la prévention ou pas, puisque sur la photo de gauche, il y a 2 petites plaques d'hyperkératose, mais vous voyez qu'au centre de cette hyperkératose, il y a déjà un petit point un peu brun. Ça veut dire qu'il y a des micro-saignements sous la plaque de kératose. Et si vous ne la détergez pas à ce moment-là, cette vésicule inflammatoire qu'on a vue tout à l'heure va avoir des conséquences épouvantables. Donc il suffit de prendre un quart d'heure pour passer de la photo de gauche à la photo de droite, de bien hydrater ensuite pour assouplir la kératose et de surveiller le chaussage. Les soins d'hygiène, c'est essentiel. Là, vous avez un patient qu'on m'avait adressé en me disant qu'il y a une indication d'amputation du 3e orteil. Effectivement, c'était pas joli. Donc, j'ai commencé par prendre un gant de toilette, de prendre de l'eau tiède et du savon, et au bout de 10 minutes, il n'y avait plus d'indication d'amputation d'orteil. C'est idiot, mais c'est important. C'est important de le dire, de le répéter. Donc, savonner, sécher, surveiller, hydrater, puisque cette kératose, malheureusement, elle se reconstitue très vite. Donc il faut agir, et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire au quotidien et surveiller nos patients dialysés. Ici, c'est le patient qu'on avait vu tout à l'heure. Je vous ai mis un petit peu plus de détails. Donc, vous voyez cette plaque de kératose qui est un tout petit peu ulcérée, qui lui fait absolument pas mal. Donc, il a une toute petite plaie, il ne s'inquiète pas. Sauf que quand on déterge la kératose, en fait, on est dessous sur les structures nobles. Et quand on met la pince, en fait, on se rend compte qu'il y a un décollement et qu'on est jusqu'à la base de l'orteil avec une tunnelisation. Donc, vous voyez une situation qui est déjà dramatique avec un risque d'amputation du premier rayon. Qui dit risque d'amputation du premier rayon dit amputation de tout l'avant-pied, puisque pour des problèmes de statique et de projets fonctionnels, retirer le premier rayon jusqu'à la métatarsophlangienne, c'est contre-indiqué, il faut enlever tout l'avant-pied. Donc pour une petite plaie comme ça, annoncer au patient qu'on va lui couper tous les orteils, je vous avoue que c'est pas facile à annoncer. Donc le traitement, ça va être bien évidemment, au-delà du traitement local, le traitement général, traiter l'infection, faire une détertion, faire un drainage, de mettre à plat toutes ces cavités pour vider le pus et rincer. La mise à plat, elle peut être simple, mécanique au lit du patient. Si vous maîtrisez le geste dans la mesure où il n'est pas douloureux, ça peut être fait en consultation. Les prélèvements profonds vont être réalisés, on l'a dit, pour documenter le traitement antibiotique qui va être mené sur au moins 4 à 6 semaines, si possible per os. Les recommandations, c'est en général d'alacinofloxète, mais évidemment, les patients dialysés, il va falloir adapter tout ça. Quand on met de l'IV, on essaie de préserver la voie d'abord, la voie veineuse. Donc, en général, on met des PICC lines pour ces patients-là. Donc, c'est une prise en charge qui est quand même assez complexe, mais qui est indispensable. Le traitement, c'est aussi traiter l'artériopathie, parce que traiter l'infection, oui, mais si on ne traite pas l'artériopathie, on n'est pas efficace sur nos antibiotiques. Donc, un avis par un chirurgien vasculaire. Je vous l'ai dit, l'artériographie, elle est en général à la fois diagnostique et thérapeutique en même temps. L'angioplastie, les stents, les pontages, en fait, toute l'armada est disponible. On se pose la question, certaines équipes utilisent les vasodilatateurs, l'Ilomédine. Pour ma part, je ne l'utilise pas.
Certaines équipes utilisent aussi le caisson hyperbare. Pourquoi pas? Je vous avoue qu'à Montpellier, on n'en a pas à notre disposition, donc ce n'est pas dans mes pratiques, mais c'est un moyen adjuvant qui peut encore améliorer sur plan local, en tout cas qui ne fera pas de mal si c'est associé à l'ensemble des autres prises en charge. Quoi qu'il en soit, toute plaie diabétique, même si a priori elle est neuropathique, c'est-à-dire le mal perforant plantaire ultra classique de présentation purement neuropathique, elle doit quand même être explorée de façon systématique sur le plan vasculaire, parce que même une plaie neuropathique, si elle survient sur un terrain d'artériopathie, va être encore plus compliquée à prendre en charge. Enfin, des petites choses qu'on oublie trop, c'est de réduire les œdèmes, puisque l'œdème va encore aggraver l'artériopathie et l'ischémie distale, surtout chez les patients dialysés. Donc peut-être revoir un peu les paramètres de dialyse pour les sécher un petit peu plus, mais pas trop non plus, puisque l'artériopathie, ça va être un savant calcul. Les mettre en position d'éclive, s'ils sont trop artériétiques, ils ne vont pas supporter la position d'éclive parce que ça va être douloureux, donc là aussi il va falloir jongler un petit peu. Les diurétiques pour ceux qui ne sont pas dialysés, ou en tout cas jongler avec ça, et mettre des bandes anti-œdème. Les bandes anti-œdème, c'est les bandes en coton inélastique. C'est pas du tout les bandes biflex, les bandes élastiques qui, elles, sont contre-indiquées dans l'artériopathie, mais là, c'est vraiment les bandes en coton inélastique qu'on va mettre après une période de déclivité pour réduire l'œdème, et elles vont empêcher que l'œdème se remette lorsque le patient va se mettre en position debout. Prévenir les thromboses, alors héparinothérapie, vaccination antitétanique, on oublie encore, mais tout patient porteur de plaie doit être surveillé sur le plan de sa vaccination, bien évidemment. Enfin, et c'est vraiment le message à retenir, c'est que, et je l'ai vraiment gardé pour la fin, on a parlé d'infection, on a parlé de neuropathie, on a parlé d'artériopathie, mais le seul traitement de la plaie du pied diabétique, c'est la décharge. Cette décharge, vous pouvez la mettre en place de n'importe quelle façon, que ce soit par un alitement, si le patient est d'accord, prescription d'un fauteuil roulant, mettre en place des chaussures de décharge, mettre en place des bottes pneumatiques ou des bottes plâtrées, peu importe, mais le patient ne doit plus appuyer sur sa plaie, mais même pas une fois par jour, c'est plus du tout jusqu'à cicatrisation complète. Il m'arrive très fréquemment d'hospitaliser des patients uniquement pour ça. On considère qu'un pied non déchargé, c'est un pied qui est non traité. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est la même chose pour les escarres, hein. Vous pouvez mettre tous les traitements, tous les pansements que vous voulez. Si vous ne mettez pas la lésion en décharge, vous ne la cicatriserez jamais. Il y a plein de choses. Moi, j'utilise beaucoup ce type de chaussures, la Terra Diab ou la Darko, qui sont des chaussures en rocking. Donc, vous voyez que la semelle bascule en fait et répartit les pressions. Et à l'intérieur de cette chaussure, vous allez mettre une semelle dans laquelle vous allez évider les petits plots pour qu'il y ait un vide en regard de la plaie. Attention. Il va falloir les renouveler fréquemment, puisque si votre patient marche avec, la semelle, elle va rapidement s'écraser et ne pas être efficace. Donc la semelle, il va falloir la surveiller, la renouveler rapidement. Autre dispositif qui est à peu près de même type, vous voyez, c'est le modèle de chez Darko. Et là, il est intéressant parce qu'il s'ouvre complètement pour des patients qui ont une faible mobilité. Il peut s'ouvrir complètement et vous avez, vous voyez, cette semelle puzzle qui peut s'évider là aussi en fonction de la localisation de la plaie. La botte pneumatique. Concrètement, en salle de dialyse, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir et prendre en charge les plaies du pied diabétique? D'abord, on retire les chaussures. Alors moi, je suis toujours extrêmement étonnée de rentrer dans une salle de dialyse et voir tous les patients allongés, branchés avec leurs chaussures. Moi, quand je passe 3-4 heures allongée sur un lit, j'ai pas envie de garder mes chaussures. Donc, pensez à proposer, voire insister pour que les patients retirent les chaussures. Retirer les chaussures, ça veut dire que vous allez avoir un regard sur les pieds. Surveiller l'hygiène et prescrire des soins de pédicurie adaptés, donc en fonction du risque, du grade podologique. Examiner les pieds, prendre les pouls de façon systématique, rechercher une asymétrie de température. On met la main sur les pieds, c'est pas compliqué de se rendre compte qu'il y a un pied plus froid que l'autre. Ça doit être fait de façon systématique, au minimum tous les 3 mois. Ce qu'on appelle chez nous la journée sans chaussettes. Donc on regarde tous les pieds des patients. On fait un test un test monofilament, au minimum de façon annuelle chez tous les patients diabétiques, et le fond d'œil, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Et si jamais il y a une plaie, on va l'explorer, on va rechercher un contact osseux. Attention, un contact osseux est synonyme d'ostéite jusqu'à preuve du contraire. On va rechercher des signes d'infection, œdème, inflammation, écoulement, etc. On va faire un bilan complémentaire pour vérifier l'équilibre glycémique.
le bilan rénal s'il n'est pas dialysé, la nutrition et le bilan social, puisqu'il est important de savoir dans quel contexte évolue cette plaie pour savoir de quelle façon elle va être prise en charge. Le rôle de l'infirmier en salle de dialyse, c'est extrêmement important puisque c'est l'infirmier qui va être au contact du patient, qui va discuter un petit peu de l'observance de la décharge et qui va peut-être tout simplement arriver à convaincre le patient que cette décharge n'est absolument pas prêt à admettre cette amputation. On note une sténose au niveau de la fémorale à 75%, donc le chirurgien décide de temporiser cette décision d'amputation pour prendre en charge d'abord cette artériopathie. On met une antibiothérapie à l'aveugle selon les recommandations en attendant d'avoir les prélèvements. Puis on adapte secondairement. Il a été pendant 6 semaines sous tazolinésolide avec une décharge stricte. Et ce patient, alors décharge stricte, chez lui, je n'ai pas prescrit de chaussures de décharge, justement pour pas qu'il marche avec. Il était très observant, donc 0 chaussure, alitement, enfin en tout cas décharge stricte. Il est revu en consulte pour sa recanalisation et on avait envisager de faire une transméta. Finalement, vous voyez que les choses se passent plutôt bien et que ce patient a cicatrisé juste avec une antibiothérapie adaptée et une revascularisation. Donc à 2 mois, il était cicatrisé. Malheureusement, 8 mois plus tard, il est revenu pour une nouvelle lésion, cette fois, avec une ostéoarthrite, une luxation articulaire. Et là, cette fois, malheureusement, on n'a pas pu éviter l'amputation. Mais comme cette fois, la lésion n'était pas au niveau du premier rayon, mais du 3e et 4e orteil, on a pu faire une amputation beaucoup plus réduite qui lui permettra d'avoir un pronostic fonctionnel plus favorable. Quoi qu'il en soit, la prévention est toujours, je vous l'ai dit en introduction, beaucoup plus efficace que le traitement. Et donc, je vous remercie. Juste pour aller plus loin, si vous êtes intéressé pour vous former à la prise en charge des plaies, l'équipe CICAT Occitanie fait des webinaires, donc accessibles de n'importe où dans le monde. On fait aussi des formations physiques, mais venant du Maroc, c'est un peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas sur cicat-occitanie.org. Il y a des webinaires à peu près tous les 2 mois qui sont accessibles en direct ou que vous pouvez revisionner. C'est gratuit. Il suffit de vous inscrire puisque ça n'est ouvert que aux soignants. On ne va pas mettre ces vidéos-là en ligne sur YouTube. Donc, il suffit de vous inscrire dans l'onglet formation et puis vous pouvez à la fois suivre ces webinaires et revisionner les anciens. J'ai été longue, mais je vous remercie.